parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Bonjour Fabrice, donc je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir sur le 20e épisode de Parlons de votre mental. Je te remercie parce que je sais que tu es en vacances et que du coup tu m'accordes un peu de temps pour nous parler de ton mental à toi. Et écoute, je te laisse la parole, je vais te laisser te présenter. À me présenter, alors donc Fabrice Lefrançois, 38 ans, je suis entraîneur de basket professionnel. Voilà, j'en ai fait mon métier depuis que j'ai 19 ans. Donc voilà, je peux paraître jeune pour le métier, mais ça fait déjà pas mal de temps que j'y suis. Donc sur mes 4 dernières saisons, j'étais coach en Pro B à Évreux en basket, donc en 2e division. Pour ceux qui connaissent pas forcément la discipline. Et en parallèle de ça, ça fait 10 ans que j'ai développé un camp de basket qui s'appelle le Fab 5 Camp. Donc voilà, dont on a fêté le 10e anniversaire. Et je crois aussi que tu interviens aussi en tant que consultant pour le management en entreprise. Exactement. Aussi. Voilà, Exactement. Faut pas l'oublier. Ça, j'ai fait ça et à titre individuel et aussi dans le cadre de ma fonction de coach dans mon dernier club. Voilà, j'animais des sessions de coaching, de management et voilà, avec quelques notions notamment de prépa mentale, etc. Ok, tu fais de la formation de cadre aussi, j'ai vu. Je fais pas mal de formation de cadre. J'aime bien accompagner les entraîneurs dans leur développement, quel que soit leur objectif, que ce soit sur des niveaux, on va dire, débutants jusqu'au haut niveau. Bon, tu as un parcours riche. Le recul de ce parcours, qu'est-ce qui te satisfait le plus? Alors, personnellement, c'est qu'à la base, j'étais pas du tout destiné à être dans le haut niveau. Et même dans le sport, on va dire plus. Voilà, j'ai un parcours où étant petit, j'ai eu des problèmes entre guillemets de santé, où j'ai été même immobilisé, interdit de faire du sport pendant de longs mois, pendant 2 ans, à 5-6 ans. Et on m'avait dit clairement que j'avais le profil d'un gamin qui dépasserait pas les 1m60 et qui aurait du mal à faire du sport. Donc voilà, je suis 1m90 et je suis dans le sport de haut niveau. Voilà, donc c'était... Déjà, ça, c'est ma plus grande fierté. C'est en lien avec tout ce que je suis maintenant, dans le sens où à chaque fois, les barrières qu'on m'a imposées, je les ai dépassées, voire je les ai cassées. Voilà, en gros, t'as rendu possible ce que les autres pensaient impossible, quoi. Exactement. C'est vrai que ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette phrase-là. Du coup, on va parler de ton mental. Le mental, c'est quoi pour toi? Le mental, pour moi, c'est la capacité à dépasser ses propres limites. Alors, les limites que les autres, bien sûr, te posent et les nôtres. Le monde, pour moi, est fait de plein de choses, de plein de paramètres qui peuvent nous déstabiliser. Et le mental, c'est la capacité à garder un objectif en vue, ne pas abandonner, même s'il y a des difficultés, même si le chemin est parfois difficile. La capacité notamment à trouver d'autres angles d'attaque quand le premier angle, celui qu'on a choisi, ne fonctionne pas. Voilà, ne pas se laisser déstabiliser, surtout ne jamais abandonner. Là, tu es actuellement entraîneur. Est-ce que tu t'appliques une préparation mentale en tant qu'entraîneur? Alors là, en ce moment, je suis en pause sur le coaching, mais d'ordre habituel, oui, effectivement, j'ai des routines de prépa mentale pour faciliter ma capacité à être focus, à être comment dire, concentré sur les éléments que j'ai définis au préalable pour être plus efficace, plus chirurgical dans mes interventions. Est-ce que tu penses que pour le mental, c'est important d'être enthousiaste au quotidien? C'est important. C'est important parce que déjà, ça veut dire que c'est un choix, que c'est une volonté personnelle. Après, l'enthousiasme n'est pas indispensable parce que je pense qu'il y a des parcours de vie qui font que certaines personnes
par sentiments, on va dire, qui peuvent être à la base négatifs, comme la fuite ou la peur. Clairement, des gens qui sont sous des régimes de guerre, par exemple, vont développer des objectifs et vont se surpasser, se dépasser pour fuir. Après, nous, dans notre cadre du sport, effectivement, l'enthousiasme est un élément clé pour performer. Tout à l'heure, tu nous as dit que bon, déjà tout petit, du coup, on t'avait plutôt prédit que tu ferais pas du sport à haut niveau. Du coup, souvent quand on a ce genre de message, bon, ça construit pas toujours une bonne confiance en soi. Comment toi tu as construit la tienne de confiance? Ouais, t'as un peu résumé dans le sens où moi c'est pas inné la confiance, clairement, mais j'ai réussi à l'acquérir au fur et à mesure déjà du savoir que je suis allé chercher par des personnes ou dans des structures, etc. Et je pense que ça m'a mis en confiance. Le fait de monter en gamme de compétences m'a mis en confiance sur un certain type de savoir. Et je pense qu'on a toujours, qu'il est important de toujours aller chercher des choses pour se développer. Voilà, on n'est jamais arrivé au bout. Il y a toujours des choses à aller chercher. Et le fait de prendre un maximum d'infos, de billes, moi, me rend de plus en plus confiant. C'est comme ça, en tout cas, que je développe ma confiance. Ok, je comprends. Donc, du coup, c'est ta quête et ta soif de connaissances qui t'ont permis d'acquérir des nouvelles compétences théoriques et en même temps l'expérimentation que tu en as fait qui finalement t'ont bâti une confiance, quoi. C'est ça, plus un accompagnement que j'ai eu. J'ai été coaché en préparation mentale dans le cadre de mon travail d'entraîneur pro par Tatiana Manuel que vous avez eu. Donc voilà, ça fait c'était mettre en place des choses, des rituels pour développer cette confiance-là. Justement, tu en penses quoi? Alors très souvent, on a un coach mental pour les joueurs, pour une équipe, mais très souvent, on n'en parle pas trop pour les entraîneurs. Tu en penses quoi? Je veux dire, là, on voit, je crois que c'est l'entraîneur de Nice maintenant, Galtier, suivi par un préparateur mental, Pierre Gauthier. Mais au final, on n'en parle pas trop, quoi. Moi, clairement, j'ai commencé, c'était il y a 5 ans, et c'était tabou. C'était tabou parce que c'était quand on disait qu'un coach qui avait besoin d'être coaché, c'était comme malheureusement quelqu'un à qui on dit tu vas voir un psy. C'était comme un aveu de faiblesse. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas dans le sens où encore une fois, chaque personne, quel que soit son niveau, en tout cas dans mon opinion, chaque personne a besoin d'être coachée. Et donc les coachs ont besoin d'être coachés. Surtout qu'on a la tête dans le guidon dans le métier et qu'on voit les choses avec peu de recul, peu de hauteur et qu'on peut avoir un langage corporel, on peut avoir des paroles, on peut avoir une posture qui peut être améliorée, développée. Et ça, c'est moi j'ai trouvé qu'un accompagnement dans la préparation mentale en tant que coach était très puissant. C'est-à-dire le rapport force-vitesse, très très vite, en très peu de temps, mais beaucoup de gains. Oui, et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que le coach, c'est un meneur d'hommes ou un meneur de femmes, enfin, en fonction des équipes, et du coup, quelque part, le charisme, ce qui dégage, en fait, peut, en tout cas, influencer le groupe, quoi. Exactement. Il faut incarner ce qu'on veut, ce qu'on attend. Et ça, c'est pas si facile que ça. Tu as déjà connu des échecs dans ta carrière? Bien sûr. Déjà, dès qu'on perd un match, c'est un échec, même si il y a le process qui est important. Et puis voilà, il y a un an et demi, on a coupé mon contrat par manque de résultats avec mon dernier club. En tout cas, ce que eux considéraient comme manque de résultats. Donc voilà, c'est un échec sur lequel il faut s'appuyer, apprendre, comprendre, apprendre, tirer les leçons et se relever et être encore plus fort. Donc en gros, tu nous dis que de toute façon, l'échec, ça fait partie de la règle du jeu et du coup, il faut se donner le droit à l'échec pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire sa réussite, quoi. Et surtout, faut pas, trop culpabiliser. C'est oui, chacun, enfin, quand on fait par exemple un match de basket, il y a toujours un vainqueur, un perdant. Après, c'est comment tu perçois la défaite. Moi, personnellement, je la prends pas comme juste je perds, je suis pas bon. Je la prends et je la considère comme une source d'apprentissage. Voilà, c'est une raison d'être encore plus fort.
Souvent, les échecs font perdre confiance. Ça, je le vois beaucoup sur des profils d'athlètes. Ils perdent, donc finalement, en fait, ils regardent juste le résultat final. Donc du coup, j'ai perdu, je suis nul. Ou ils entament vite leur confiance. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça? Est-ce que quand il y a un échec, finalement, ça empiète ta confiance, ou au contraire, ça vient un peu plus la nourrir par la motivation que ça te dégage derrière? Il y a plusieurs phases. Il y a la phase pour moi, de déception dans un premier temps. Après, il y a la phase d'analyse. Et moi, je bascule très, très vite, en quelques heures, sur une projection à chaque fois positive. Je suis d'une nature très optimiste et de challenge. Et donc, je bascule très, très vite derrière sur un challenge et surtout une volonté de rebondir et d'être encore plus fort. T'es très résilient, quoi. Oui, et je suis déterminé. Et potentiellement, je peux être têtu. Mais voilà. C'est ce qui, pour l'instant, me réussit assez bien. Est-ce que tu as dû t'affranchir du regard des autres à un moment donné de ta carrière? Bien sûr. Quand on coach des matchs devant 2, 3, 4 000 personnes, surtout maintenant avec le temps des réseaux sociaux où tout le monde est coach, tout le monde a un avis, tout le monde sait. Moi, ma première stratégie, c'est de cloisonner. Déjà, c'est de couper. Quand je suis en mode coaching, je coupe les réseaux sociaux. Pour rien, voilà, parce que autant quand on gagne, on est champion du monde. Ouais, la publicité, ouais. Voilà. Autant quand on perd, on passe au niveau départemental, voire niveau quartier. Donc voilà, pour éviter l'ascenseur émotionnel, ouais, je coupe tout, je regarde pas, je lis pas la presse. Voilà, ça c'est ma première stratégie, c'est de couper ça. Et après, comment dire, pour avoir coaché à Évreux est une petite ville, et ça veut dire que quand on joue le vendredi soir, le samedi, il faut que j'aille faire mes courses comme tout le monde. Donc on croise des gens dans la rue, et ceux-là, on peut pas leur empêcher de venir nous voir et discuter. Et au contraire, alors après les victoires, ça fait plaisir. Après les défaites, c'est comment on prend le regard des gens. Et à un moment donné, il faut se mettre à leur place aussi, que c'est naturel d'avoir un jugement sur la performance. Mais moi, après, dans mon fonctionnement, c'est aussi de savoir ce qui s'est passé, de faire le point, encore une fois, avec du calme. Moi, je pense que le calme est important, de poser les choses, voire de les écrire, et après de voir si on est dans le chemin qu'on a tracé ou pas. En tout cas, je te sens très punchy, et tu disais que tu allais vite sur le positif après un échec. Comment tu fais pour rester positif comme ça? Alors, déjà, j'ai de la chance, c'est que j'ai une famille comme socle. Et ça, c'est important. L'entourage, voilà, je sais que j'ai ma femme, mes 2 filles, même si parfois on sort d'une séance compliquée ou d'un match compliqué, voir le sourire de nos enfants, déjà, ça permet de rebasculer. Après, encore une fois, avec le travail que j'avais pu faire avec Tatiana, c'est de faire pas mal de rituels, en créant des sas, justement, pour rebasculer dans du positif. Ça passe par des méthodes de yoga ou de respiration. Voilà. Après, moi, je fais beaucoup de sport, moi, personnellement, parce qu'il y a une décharge pour moi aussi émotionnelle. Donc voilà, grosso modo, c'est les 3 facteurs, soit famille, sport et on va dire relaxation, yoga, respiration. Tu fais quoi comme sport pour décharger? Triathlon. Triathlon. Ah oui, c'est dur, ça. Donc un truc où je me mets un peu mal, ouais. Un truc où je me mets un peu mal. Ah oui, c'est faut. Et puis ça n'a strictement rien à voir avec le basket. C'est vrai. Et c'est pour moi, c'est sortir de ma zone de confort. Et c'est aussi une bulle d'oxygène, parce que les gens que je croise ne connaissent pas du tout mon parcours en tant que coach de basket. Et c'est intéressant de voir un regard différent. Ouais, de sortir de la bulle d'où on est habituellement, quoi. C'est vrai. C'est vrai. On va parler un peu de motivation. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver quotidiennement? Moi, je me challenge. Dans le sens où, au-delà de parler de motivation, le challenge pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est pas la pression, par exemple, si on peut comparer. Il y en a qui ont besoin de pression pour se motiver. Moi, c'est le challenge, c'est d'apporter quelque chose, notamment quelque chose de nouveau, que ce soit dans mes contenus ou d'accompagner dans le développement mes joueurs et mon équipe. Ça, c'est un truc qui me challenge vraiment. Tu fixes tes caps, tu te donnes des intentions. C'est ça, je me donne des intentions
Alors, je me donne des objectifs, on va dire, larges au début sur ce que je veux, sur ma finalité. Et chaque jour, je me fixe 3 intentions. C'est-à-dire que j'ai une technique, un rituel le matin, clairement, de respiration, etc. Et je me fixe mes 3 intentions de la journée. C'est quoi tes 3 intentions de la journée d'aujourd'hui? Mes 3 intentions, alors, je suis en vacances. Non, mes 3 intentions, alors déjà, c'est l'émission d'aujourd'hui qui est une intention. Parce que du coup, voilà, je l'ai un petit peu préparé. La deuxième chose, c'est que je pars de vacances ce soir, donc j'ai de la route à faire. Donc il faut que je prépare. C'est ma deuxième intention. Et troisième chose, c'est que j'ai potentiellement un projet professionnel qui est arrivé hier soir. Et donc, voilà, il faut que je la creuse. Ah ouais, une potentielle bonne nouvelle Potentiel. à suivre. Exactement. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Il faut des objectifs. Un plan, pour moi, c'est restrictif. C'est voilà, il faut des objectifs et encore une fois, il n'y a pas forcément qu'un seul chemin pour l'atteindre. Donc voilà, parce que il peut y avoir des travaux sur une route à un moment donné et on doit prendre une voie secondaire, etc. Le seul truc, c'est être en accord avec ses valeurs et ne pas se dénaturer pour atteindre ses objectifs. Moi, je sais que je viens d'un monde où le sport de haut niveau n'est pas quelque chose de très propre, entre guillemets, parce que c'est pas très vertueux. Il y a des gens qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour atteindre leurs objectifs, qui ne correspondent pas forcément à moi, mon code de valeurs. Et en tout cas, voilà, moi, je me tiens à respecter un certain nombre de choses. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de challenge, notamment l'aspect projet est important. Je suis pas dans une situation où la problématique, dans un premier temps, est de travailler à tout prix. C'est d'être dans un projet qui, moi, aide à mon épanouissement personnel et aussi à celui de ma famille. Donc voilà. Après, par exemple, là, le plan, si j'avais eu un plan, je serais dans le truc de dire, je suis coach pro, il faut que je retrouve quelque chose, etc. tout de suite. Maintenant, il y a peut-être d'autres chemins à prendre. Donc, moi, je pense qu'on parle plus d'objectifs, que c'est plus pertinent que de parler de plan. Un plan, c'est restrictif. Tu disais que tu avais un code de valeur. Tu mets quoi comme valeur dans ton code? Honnêteté, loyauté, investissement. C'est trois belles valeurs. Pour moi, elles sont essentielles et ça fait partie, entre guillemets, de mes défauts. C'est que j'ai beaucoup de mal à tolérer quand les collaborateurs que j'ai choisis ne sont pas dans ce process-là. Est-ce que c'est des valeurs que tu transmets à tes joueurs? Oui, j'ai une volonté forte de les accompagner vers ça, ouais. Alors, on va parler un peu de pression, de stress, même si tu m'as dit tout à l'heure que finalement, t'étais pas nourri par la pression. Mais est-ce que ça t'arrive d'avoir un peu de pression ou de stress quand même? Oui. Alors, je me nourris pas de pression, mais on peut ressentir la pression parce que c'est la pression qui peut être imposée par les dirigeants, par la presse, par voilà les supporters. Il y a une pression où c'est la pression qu'il faut se mettre à soi-même. Donc voilà, ça, moi je ressens aussi ça. Le seul truc, c'est sur ta balance, qu'est-ce que tu mets d'abord? Voilà, et je sais que la pression, par rapport au rituel dont j'ai déjà parlé un petit peu avant, de yoga, de relaxation, de respiration, de pensée positive et de remettre les choses en relief, prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Par exemple, être coach pro de basket, je vais pas dire que c'est une chance parce que ça pourrait laisser penser qu'il y a une part de hasard. C'est pas une chance, mais en tout cas, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on va chercher et c'est top, quoi. Et donc, à un moment donné, voilà, je savoure. Il faut savourer chaque seconde qu'on passe sur le terrain. Et ça c'est beaucoup plus fort que que quelques pressions que ça soit. Tout à l'heure, tu disais que tu avais besoin il faut être focus quand tu es sur le terrain par rapport aux actions, par rapport à la stratégie que tu veux mettre en place. Comment tu t'y prends pour rester focus? Alors, moi, je me fais charrier parce que c'est sorti une fois dans la presse, ce truc-là, mais dans le process d'un match, par exemple, alors j'ai un rituel de respiration, encore une fois, de l'après-midi avant les matchs. Et si tu veux, 40 minutes avant un match, on réunit l'équipe, on fait le dernier appel technique, tactique, voilà, on va rappeler un petit peu les enjeux. Et une fois que les joueurs partent sur l'échauffement, moi, je m'isole toujours pendant 10-15 minutes dans le vestiaire et ouais, je fais de la méditation ou du yoga avant de rentrer sur le terrain. Comme
comme entre guillemets un boxeur qui, avant d'entrer sur un ring, quoi. Je me mets dans ma bulle. Parce qu'après, une fois qu'on est sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de paramètres à prendre en compte. La communication avec les joueurs, l'analyse tactique de ce que peut proposer l'adversaire, la gestion aussi du corps arbitral dans les échanges qu'on peut avoir avec eux. Plus, je dirais les 2, 3, 4, 5 000 personnes qui sont autour, qui crient. Donc voilà, il est important d'être focus et de prendre les bonnes décisions au bon moment, parce que le fait juste un changement de joueur, une prise de temps mort, si on prend temps mort, qu'est-ce qu'on va dire pour être efficace dans la communication. Donc voilà, et je sais que même à l'intérieur d'un match, quand je vois que je monte trop en pression, que je m'énerve, clairement, j'ai des rituels pour me repasser dans mon sas en m'asseyant sur ma chaise en faisant 2-3 respirations profondes pour me permettre de replacer mon esprit en conscience sur les choses importantes. Ça, c'est des techniques que tu transmets aussi dans le monde de l'entreprise, du coup? Ouais, on en a parlé. Alors déjà, je le fais avec mes joueurs. Avec mes joueurs, c'est-à-dire qu'on a... on a des moments où voilà, on parle d'imagerie, de projection, etc., de respiration, de relaxation. Je sais que moi, j'oriente beaucoup mes joueurs vers justement un accompagnement de prépa mentale. Parce que je trouve ça hyper riche, que j'ai eu la chance d'avoir un joueur qui était hyper réceptif à ça. D'ailleurs, il en parle, je peux donner son nom parce qu'il le dit. C'est Damien Bouquet, que j'ai vu donc à Heureux, qui est arrivé chez moi, qui était... mentalement fragile et qui c'était impactant pour lui dans son jeu, et qui a pris la décision de travailler donc du coup avec Tatiana en fin de sa première année, et derrière déclic, changement de personnage, il est arrivé, il a fait une saison du feu de Dieu, parce que il a travaillé, il a su remettre en question pas mal de choses, il a voulu et était en accord pour sortir de sa zone de confort pour trouver une zone qui maintenant est plus confortable pour lui. Donc voilà, et ça, j'en suis assez content parce que je le vois vraiment épanoui, et ça lui a permis de jouer maintenant en première division, en Pro A. Oui, il faut pas oublier que la préparation mentale, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. C'est pas, voilà, c'est au même titre que la technique, au même titre que voilà la stratégie, ou enfin, voilà, c'est des éléments qu'on travaille. C'est pas inné, tout n'est pas inné. Hein. Et c'est sous-estimé, vraiment. Vraiment, vraiment. Et donc, du coup, après, dans l'intervention dans les entreprises, effectivement, je parle aussi de ces techniques-là, de se recentrer, sur les choses importantes, par la respiration, par différentes techniques. Ouais. T'as déjà certainement entendu l'expression pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Tu en penses quoi il faut rien lâcher. Ouais. Je suis d'accord. Faut rien lâcher, avec la nuance de, par moment, il faut prendre le temps de prendre de la hauteur pour analyser. Il faut pas juste y aller tête baissée en disant je lâche rien, parce qu'on peut perdre de l'énergie et perdre en efficacité. Il y a des moments où il est important de prendre du recul, prendre de la hauteur, analyser la situation, et ce qui facilite le choix et qui sera plus efficace et moins énergivore derrière. Tout à l'heure, tu disais que tu pouvais être têtu. Et moi, souvent, têtu, comment dire, dans les athlètes que je peux rencontrer, ou les entraîneurs, ou même des gens qui ont des grandes entreprises, je trouve que les gens, en fait, ils sont têtus, et je les trouve plutôt, je l'associe plutôt au terme détermination. Ils sont déterminés, en fait. C'est en ça qu'ils sont têtus. Et est-ce que tu vois la détermination comme un facteur de réussite? Complètement. Ça, pour moi, c'est le facteur numéro 1, c'est la détermination. C'est la volonté d'aller chercher quelque chose, et d'être conscient de ce qui est indispensable de mettre sur la table pour y parvenir. Parce que tout le monde dit oui, moi j'aimerais faire ça. Tu prends un gamin qui commence le foot et dit ouais, moi je veux jouer quand même pas. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu es capable de mettre sur la table pour y parvenir? Est-ce que tu es capable le soir d'aller t'entraîner au lieu d'aller traîner avec tes copains? Est-ce que, je sais pas, quand tu as 12, 13, 14 ans, que tes copains commencent à tester la cigarette, est-ce que tu es capable de dire non, moi ça m'intéresse pas, dans un premier temps, j'ai des objectifs, je peux pas? Ou est-ce que pour entrer dans une structure de formation, dans un centre de formation, tu dois avoir des bons résultats scolaires, est-ce que tu es capable de dire non, je vais pas jouer avec mes copains parce que je dois travailler à l'école, parce que mon objectif c'est d'y aller? Et c'est ça, la différence, elle est là. C'est les joueurs qui arrivent sont ceux qui mettront le plus de choses sur la table, en tout cas parce qu'on est malheureusement
dans une compétition les uns contre les autres et qu'il y a peu de spots pour beaucoup de prétendants. Donc voilà, pour moi, c'est ça la détermination. C'est ceux qui sont capables de mettre le plus de choses sur la table pour parvenir à un objectif, sans se dénaturer. Les valeurs. Ok. On arrive sur la fin du podcast. Tu viens de nous parler un peu des jeunes. Si tu devais leur donner des conseils à ces jeunes qui ont envie de devenir basketteurs professionnels, tu leur dirais quoi? Il faut s'accrocher à ses rêves. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront « Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. » Pourquoi ? Parce que déjà, eux, par leur expérience, ont peut-être vécu quelque chose qui ont été un frein, mais que la vérité d'une personne n'est pas pour l'autre personne. Et que tant que c'est possible, il faut s'accrocher. Le seul truc, c'est que si on dit qu'on a un objectif, il faut tout mettre en place pour y arriver. Voilà. Et qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il n'y a pas que pour être joueur professionnel, il ne faut pas être obligatoirement passé par un centre de formation. Alors oui, c'est facilitant, mais il y a d'autres chemins. Est-ce qu'il faut avoir fait le pôle espoir ? Oui, c'est facilitant, mais il y a d'autres chemins. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'accrocher. Il y a tellement de joueurs qui sont sortis vers le haut niveau alors qu'ils n'étaient pas prédestinés, qu'à un moment donné, ça vaut le coup de s'accrocher. Ça vaut le coup de s'accrocher. Croire en ses rêves tout le temps. Bon, pour clôturer le podcast, est-ce que tu as une citation qui te guide dans ton quotidien, une citation que tu ressors souvent, même peut-être dans tes plaidoiries avec tes joueurs? Ouais, alors j'aime bien dans les vestiaires, chaque année, mettre une phrase différente. Une phrase qui reste toute la saison. Et il y en a une que j'aimais bien, c'était de Churchill. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ah oui, voilà. Encore un chemin. Toujours. Dans le chemin. Bah, écoute, Fabrice, je te remercie du temps là, que tu as pu nous accorder. Merci. Pour ceux qui écouteront sur le temps de tes vacances. Donc, du coup, je vais te laisser remplir tes 3 objectifs de la journée. Tu as fait le premier. C'est ça, j'ai fait le premier. Il te reste les bagages et le projet professionnel à venir. Et je croise les doigts. J'espère que ça sera une bonne nouvelle. Et puis, on va suivre ça, quoi. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, Fabrice. À bientôt. À bientôt. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.